le président américain Donald Trump a annoncé une déclaration importante sur la Russie pour lundi. Il l'a déclaré lors d'un entretien téléphonique avec la journaliste de NBC News, Kristen Welker. Kristen a demandé si Donald Trump avait fait une déclaration concernant l'Ukraine et la Russie. Le président a déclaré qu'il était déçu par la Russie et préparait un message important. Trump n'a pas précisé le contenu de la déclaration, mais a noté que les États-Unis avaient conclu un accord avec l'OTAN pour fournir des armes à l'Ukraine via l'Alliance. L'OTAN financera entièrement les armements, y compris les systèmes de défense aérienne Patriot. La répartition des armes sera également prise en charge par l'Alliance. Moscou a été invité à confirmer les informations auprès de l'OTAN, mais aucune réponse n'a été reçue. Le Kremlin a réagi en attendant une déclaration importante du président américain. Les médias attendent la déclaration de Trump pour comprendre sa position, en notant attentivement tous les détails de ses propos. Je voulais répondre avec les mots de Donald Trump, qui avait promis de « grandes surprises ». Vous comprenez, l'activité diplomatique est souvent accompagnée du fait que certaines questions ne sont pas commentées et restent hors champ, surtout dans des négociations aussi complexes. Dans la discussion sur l'Ukraine, la position du président Poutine a été confirmée, y compris ses paroles lors de la conversation avec le président Trump le 3 juillet, concernant le dialogue et les événements actuels. Des sujets liés au bombardement de Moscou et de Pékin ont été mentionnés, peut-être avec l'utilisation de nouvelles technologies comme les réseaux neuronaux, mais seules des questions sérieuses ont été abordées. Sergei Viktorovitch a posé une question sur les armes offensives du traité New START et les perspectives de ce traité dont la durée expire l'année prochaine. Cependant, la discussion sur ce sujet n'a pas été poursuivie, et le thème n'a pas été développé plus en détail, laissant la question ouverte. Une question a également été posée sur les moyens diplomatiques de régler le conflit, surtout après la déclaration de la chancelière Merkel, selon laquelle la diplomatie a épuisé ses possibilités. La question concernait la réaction officielle à cette position, car la situation nécessite de comprendre les prochaines étapes et les possibilités pour une résolution pacifique du conflit. D'une part, l'Allemagne agit en tant que chef de la paix, et d'autre part comme diplomate expérimenté. Il est intéressant de savoir à quel point ces actions sont professionnelles dans le domaine diplomatique. Une question très importante qui suscite des inquiétudes. Les récentes déclarations et actions de Berlin, Paris et Londres soulèvent de sérieuses préoccupations. La classe politique moderne arrivée au pouvoir dans ces pays semble avoir oublié les leçons de l'histoire et les conclusions de l'humanité liées aux guerres. Ils tentent de mener l'Europe non pas vers une guerre hybride, mais vers une véritable guerre contre la Russie, ce qui suscite une profonde inquiétude. Lors d'une conférence de presse du ministre français des Affaires étrangères Barrot, un des présents a posé une question ferme sur la position de Paris concernant l'Ukraine. Un Français, souvent présent dans le Donbass, a demandé pourquoi Paris soutient un régime nazi qui renaît en Ukraine. Barrot a répondu brusquement sur un ton hystérique, affirmant la défense de l'intégrité territoriale et du droit international de l'Ukraine. Ces paroles ont provoqué des applaudissements dans une partie de la salle, mais beaucoup connaissent les actions du régime de Kiev, ce qui suscite des doutes. Il est connu que l'intégrité territoriale sert à réprimer les droits des populations russes et russophones, et que les dissidents sont physiquement éliminés après le coup d'État à Kiev. Hier, Marc Ruby a transmis des citations de Zelensky, Shmyhal, Yermak et Podolyak, où il est clairement question de la nécessité d'éliminer les opposants juridiquement ou physiquement. Lorsque M. Barrot et ses semblables disent ne voir que l'intégrité territoriale de l'Ukraine, c'est une auto-révélation de leurs véritables intentions et positions. M. Merz a souvent tenu des propos amusants, y compris le désir de faire de nouveau de l'Allemagne la principale puissance militaire d'Europe, prononçant le mot « de nouveau » sans émotion. Il affirmait également qu'Israël devait agir en Iran en accomplissant le sale boulot, rappelant la tactique des gardiens des camps de concentration évitant de se salir les mains. Si M. Merz pense que les possibilités pacifiques sont épuisées, peut-être se consacrera-t-il à la militarisation de l'Allemagne, utilisant le peuple pour répéter les slogans nazis. Tout cela est fait pour contrer les menaces venant de la Russie, que M. Merz considère comme le danger principal, justifiant ainsi la militarisation de son pays. C'est absurde. J'espère que tout politicien sensé le comprend. Le président Poutine a répété que l'utiliser pour soumettre le peuple est une absurdité. Il expliquait que les protestations entraînent inévitablement une détérioration de la situation socio-économique et une stagnation, comme on le voit en Europe. Tout cela arrive parce que des centaines de milliards sont envoyés en Ukraine, au lieu de résoudre les problèmes internes. J'ai trouvé une citation du journal suédois Aftonbladet du 22 juin 1941. L'article disait que l'Allemagne avait brisé ses chaînes et accédé à la liberté, vers sa mission historique, écraser le régime rouge. Les nazis étaient loués comme un symbole de liberté, ce qui aujourd'hui attriste, si l'Europe suit de nouveau cette voie. Nous prendrons cela en compte dans tous les domaines de notre planification, souligna le président Poutine. Un article du New York Times qualifiait cela d'erreur de Poutine,
expliquant le refroidissement des relations entre Trump et Poutine. L'auteur écrit que le refroidissement brutal des relations fut un tournant inattendu après la victoire. La victoire de Trump aux élections américaines a suscité à Moscou une vague d'optimisme et d'espoir d'amélioration des relations entre les pays. Mais après plusieurs conversations avec Poutine cette année, Trump a changé d'avis et a commencé à critiquer Poutine, pas Zelensky. Cette semaine, Trump a déclaré directement qu'il était mécontent de Poutine à cause des meurtres d'Ukrainiens dans le conflit en Ukraine. Poutine nous raconte beaucoup de bêtises, si vous voulez savoir la vérité, a dit Trump, soulignant l'absurdité de son comportement. Il a ajouté que Poutine se comporte toujours gentiment avec les États-Unis, mais que cela ne produit aucun résultat concret. Pour la plupart des politiciens à Washington, de tels propos seraient attendus, mais pour Trump, il montre un éloignement de la Maison-Blanche. Peut-être que Poutine a manqué une chance de règlement pacifique à cause de cet éloignement et des critiques de Trump. Trump a repris les livraisons d'armes à l'Ukraine après une courte pause du Pentagone, montrant son soutien à Kiev. Les républicains au Sénat poussent un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, et Trump examine cette proposition. L'Ukraine est fatiguée de la guerre, mais son désir de lutter reste fort, surtout si la Russie poursuit son offensive. L'Ukraine innove au combat, ses drones infligent des dégâts sérieux à l'armée russe. Les promesses de soutien de l'Europe et les moyens supplémentaires de défense aérienne des États-Unis compliqueront la tâche de Poutine pour terminer la guerre par la force. Les décisions de Trump concernant l'Ukraine et la Russie seront prises après l'examen des nouvelles propositions du ministre Lavrov. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a remis au secrétaire d'État américain de nouvelles propositions sur le conflit. Mark Ruby, la porte-parole du département d'État américain Tammy Bruce, en a fait part lors d'un point de presse. Le secrétaire d'État a fait plusieurs déclarations importantes aujourd'hui en Malaisie. Il a déclaré que la stratégie des États-Unis est de continuer à impliquer toutes les parties engagées dans la recherche d'une solution au conflit afin de faire progresser la paix. J'ai répété à Lavrov les paroles du président. Déception et frustration face à l'absence de progrès dans les négociations de paix et la recherche d'une voie à suivre. Nous espérons des changements et continuerons à participer là où nous verrons des opportunités d'influencer la situation pour rapprocher une solution pacifique. Le secrétaire d'État a déclaré que les Russes avaient proposé plusieurs idées qu'il transmettra au président. C'est le président qui prend les décisions finales. Cette rencontre concerne des discussions diplomatiques dont les détails ne sont pas divulgués. Nous n'avons pas dit que de nouvelles idées ouvriraient la voie à la paix. Cela fait partie d'un processus diplomatique dans lequel le secrétaire d'État parle avec Lavrov et le président ukrainien Zelensky. Ces événements ne sont pas statiques, mais dynamiques. Ils représentent un processus de négociation et de discussion qui se poursuivent. Comme l'ont dit le président et le secrétaire d'État, nous continuerons à travailler et à chercher des opportunités de progrès dans les négociations. Il est important de parler avec tout le monde, car chaque étape influence la prise de décision. Nous sommes sur ce chemin et avançons. Entre-temps, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à Kuala Lumpur. C'est leur première rencontre en personne. La rencontre a eu lieu dans un contexte de tensions commerciales croissantes entre les deux grandes puissances, les États-Unis et la Chine. Les deux parties cherchent à trouver des domaines de coopération. Je considère que la rencontre a été très constructive et positive. Nous avons beaucoup de travail devant nous, mais il y a un potentiel pour des efforts communs sur diverses questions. Il a raison de dire que le président Donald Trump entretient de bonnes relations avec le président Xi Jinping. Mais il y a des questions à résoudre, ce qui est naturel pour de telles puissances. Les États-Unis et la Chine sont deux grandes puissances mondiales avec une envergure et une influence considérables. Cela implique une responsabilité et nécessite une collaboration sur des questions complexes. La rencontre a donné plusieurs pistes pour un travail futur, et les deux parties souhaitent avancer. Il y a un fort potentiel pour parvenir à des accords. Il faut créer une atmosphère et des conditions appropriées pour que la prochaine visite soit productive, et non une simple formalité. Les deux parties sont intéressées par le succès. Le président Trump souhaite une coopération réussie. La partie chinoise est également orientée vers un dialogue constructif et l'obtention de résultats concrets. Le président Xi a déclaré publiquement que la rencontre aura très probablement lieu. La date exacte n'est pas encore connue, mais les deux parties souhaitent organiser cette réunion. Je ne connais pas personnellement le président Xi, mais je connais le président Trump. Je suis sûr que Trump est déterminé à tenir cette rencontre et que nous trouverons une date appropriée. Les deux parties veulent que la rencontre soit un succès. Nous travaillerons dur jusqu'à la date fixée pour nous préparer et assurer un dialogue constructif. Les relations entre les pays ont été très positives, et la constructivité est un élément clé dans ces relations. C'est important pour une coopération future. Il est important que les États-Unis et la Chine maintiennent leurs relations, communiquent et interagissent malgré toutes les difficultés et divergences.
Il est impensable que les ministres des Affaires étrangères des deux pays ne dialoguent pas. La rencontre d'aujourd'hui est un pas en avant. Mais beaucoup de travail reste à faire. Personne ne dit que le processus sera facile, mais il y a des opportunités pour commencer à travailler sur les questions clés et créer un élan positif. Nos relations ont reçu un nouvel élan, et je pense que la rencontre s'est très bien passée. J'ai vraiment ressenti son soutien et son encouragement. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. La position de la Chine sur Taïwan a été exprimée clairement et distinctement, et je ne pense pas que ce soit un secret pour qui que ce soit. Notre position sur cette question a également été exprimée ouvertement et clairement. La rencontre n'était pas une négociation ni une discussion sur des détails spécifiques. C'était plutôt l'établissement d'une base constructive pour un dialogue futur. Il est important de créer des relations de base solides et compréhensibles. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un like pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. En un jour, vous aurez du contenu frais.